Alors, ben merci tout le monde d'être là aujourd'hui pour ce midi-conférence Repères utiles en prévention du suicide auprès des hommes. Je suis agréablement surpris de voir là, autant de gens aujourd'hui ici, là, donc ça me réjouit, c'est sûr, de voir autant de gens motivés par la prévention du suicide. Moi, de mon côté, comme Pierre le dit, je suis Jonathan MacArthur, je suis coordonnateur à l'intervention à Suicide Action Montréal. Je travaille en prévention du suicide depuis bientôt 10 ans maintenant. J'ai aussi, bon, c'est ça, travaillé de près avec les personnes suicidaires, leur entourage. J'ai aussi fait de l'animation de groupe d'autogestion de la dépression et c'est ce qui fait donc que je suis devant vous aujourd'hui. Merci d'être là de votre côté. Et sans plus tarder, je vais me lancer parce que j'ai bien hâte là, de vous partager les efforts et l'expertise qu'on a à Suicide Action Montréal. Donc, je commence par introduire, voilà, Suicide Action Montréal. En bref, là, je pense que les services qui sont le plus connus, c'est notre ligne d'intervention téléphonique 24/24 auprès des personnes suicidaires, l'entourage et les personnes endeuillées par suicide. Euh, je veux mettre l'emphase sur les services qui sont offerts à l'entourage et auprès des personnes endeuillées par suicide. Je pense que c'est peut-être un peu moins bien connu. On offre du soutien, des suivis auprès famille, collègues, amis et intervenants-intervenantes. Ce que ça veut dire, c'est que si vous, de votre côté, dans votre pratique, vous retrouvez un moment même si vous avez fait votre formation au niveau des bonnes pratiques, ça peut remonter à assez longtemps. Vous voulez valider les interventions, avoir d'accompagnement au niveau de vos interventions. C'est quelque chose qu'on fait du côté de Suicide Action Montréal. Je vais dire Sam pour les plus intimes. Alors, on offre aussi maintenant depuis 2 ans, en partenariat avec l'Association québécoise de prévention du suicide et d'autres centres de prévention du suicide, un service d'intervention. Et voilà, on est de retour. Donc, désolé. Maintenant, ce que j'expliquais, on offre un service d'intervention par clavardage via le site suicide.ca maintenant et par texto au 535353. On offre donc aussi des services de postvention suite à un suicide dans un milieu. Donc, un milieu vit une situation, vit un suicide d'un membre ou d'une membre, peuvent nous contacter là, pour avoir du soutien au téléphone. On peut aussi se déplacer dans le milieu. On offre de l'analyse de besoins. On va accompagner au niveau, par exemple, de l'annonce de la nouvelle, l'accompagnement aussi pour offrir du soutien aux personnes vulnérabilisées par la nouvelle. On offre des services de relance et suivi à la fois téléphonique et en face à face pour toutes les populations que j'ai nommées précédemment. On a aussi des groupes de soutien en face à face pour les personnes endeuillées par suicide et évidemment notre service de formation là, qui s'adresse à tout type de professionnels qui travaillent en relation d'aide. Donc, ça, c'était en bref un peu les services là, qui sont offerts à Suicide Action Montréal. Je pensais que c'était important de le nommer. Il y en a qui sont un peu moins bien connus. Alors, si quiconque là, vit un certain inconfort ou s'inquiète pour une autre personne pendant ou après la présentation, on est là vraiment pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à contacter un centre de prévention du suicide. Les coordonnées s'y trouvent sur cette diapositive. Alors, aujourd'hui, on va, au niveau du contenu, on va voir des faits saillants en lien par rapport au suicide et les hommes au Québec. On va voir ce qu'on nomme les signes de détresse. On va voir les moments critiques qui s'adressent à la population en général, mais aussi ce qui est propre aux hommes. Je vais vous partager quelques expériences que nous vivons là, à SAM dans le contexte d'intervention sur la ligne 24/24, mais aussi dans le contexte de suivi et relance auprès des hommes. Donc, je vais vous présenter quelques profils là, pour vous donner un peu une idée du travail qu'on fait. Ensuite, quelques pistes d'intervention. On va aussi aborder la question du suicide, comment poser la question, comment aborder le sujet avec un proche ou une personne qui utilise nos services comme intervenant-intervenante. Et finalement, j'ai laissé un petit tableau à la fin là, pour les ressources disponibles pour les hommes. Sans plus tarder, je me lance donc au niveau des faits saillants. Alors, encore aujourd'hui, je pense que ce ne sera pas une statistique qui sera surprenante pour vous. Le taux de suicide est encore 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.
Le taux de suicide le plus élevé s'observe chez les hommes âgés de 50 à 64 ans. Depuis les années 2000, le taux de suicide chez les hommes a diminué, mais depuis 2 ans, là, au moment du rapport de l'Institut national de la santé publique du Québec, euh, on semblait avoir là, atteint un plateau depuis 2017 et même que depuis 2018-2019, le taux de suicide serait légèrement en hausse chez les hommes. Par contre, là, c'est les prochaines années là, qui vont nous permettre réellement de déterminer s'il y a apparition de nouvelles tendances à la hausse. Je pense que, considérant ça, raison de plus d'être ici aujourd'hui et de poursuivre là, notre contribution commune pour la prévention du suicide auprès des hommes. Au niveau des signes de détresse, petite attention, je pense que c'est important de le nommer. Les signes de détresse en soi, c'est effectivement préoccupant, c'est à prendre au sérieux, mais ça n'indique pas nécessairement que la personne est suicidaire. Il faut toujours poser la question, il faut toujours adresser la question lorsqu'on a des doutes. Euh, donc, pour commencer, on a les signaux qu'on nomme verbaux, donc directs et indirects. Il y a je pense que lorsque c'est direct, c'est assez clair. La personne va nous nommer: je vais me tuer, je veux mourir, je pense au suicide. Je pense qu'il faut prendre ces occasions-là d'adresser la question rapidement à ce moment-là. On va vous encourager à rester avec la personne le plus possible, mobiliser un réseau de soutien auprès de cette personne-là, autour de la personne, voir si elle accepte qu'on fasse des démarches avec elle pour contacter des ressources d'aide. Et bon, parfois, ça va être un petit peu plus indirect. Donc, vous seriez mieux sans moi, ça, on l'entend souvent, et puis ça fait partie un peu des profils de personnes qui pensent au suicide. Souvent, on va voir un certain sentiment d'être un fardeau pour les autres. Ils veulent éviter d'être un fardeau. Donc, soit qu'ils ne vont pas en parler à cause de ça, ou ça va être aussi une des raisons mises de l'avant là, pour vouloir se suicider. Je serai plus ici bientôt, à quoi bon continuer? Dans ces moments-là, quand c'est plutôt indirect, je pense que c'est très important d'adresser la question rapidement, de poser la question, de savoir, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Est-ce que tu penses au suicide? Ça se pose comme question. Il n'y a pas de mauvais moment là, pour le poser, comme la poser cette question-là. Je poursuis au niveau des signes de détresse. On va observer aussi des signes qui sont plutôt comportementaux. Ce qu'on veut dire par là, donc, on va voir de l'isolement qui est inhabituel ou une incapacité à rester seul. Quelqu'un qui est plutôt une personne isolée, ça ne va pas nous sembler inhabituel qui s'isole. Donc, c'est important, je pense, cet aspect-là à considérer. Ça va être un isolement qui est inhabituel pour cette personne-là ou au contraire, une incapacité à rester seule tout à coup. La personne va commencer à faire ses adieux. On va peut-être observer une aggravation dans la consommation. Certains préparatifs, par exemple, lettres d'adieu, des dons d'objets, testament, des préparatifs au niveau de l'assurance vie, par exemple, un intérêt soudain pour le suicide, la mort, l'irritabilité. Et peut-être une absence d'activité là, habituelle. Là. La personne habituellement a beaucoup d'activités, finalement, elle en fait de moins en moins. Donc, c'est des signaux là, qu'on va observer au niveau comportemental. Ensuite, au niveau psychologique, on va observer du désespoir, de la dévalorisation, culpabilité excessive, tristesse persistante, pleurs, croyance que les autres seront mieux sans lui et vont se remettre facilement de sa perte. Toujours important, et puis on va le voir un peu plus tard dans la présentation, mais c'est le genre de situation où on va vouloir adresser rapidement les impacts que ça a réellement, le suicide sur l'entourage. Ensuite, au niveau des SOS biologiques, euh, on voit la modification des habitudes de sommeil. Je pense que ça ne va pas vous surprendre, soit beaucoup ou moins. Manque d'énergie, fatigue importante, changement dans l'hygiène de vie, perte ou prise de poids significative. Euh, Ça peut sembler simple comme ça, mais en réalité, c'est pas facile à voir. Parfois, je pense que les indices, on va les voir plus facilement suite à un décès. Ah, j'aurais dû voir ça, j'aurais dû voir ça. C'est pas nécessairement facile à voir. Ce sera pas nécessairement notre premier réflexe d'adresser la question du suicide avec quelqu'un qui
a modifié ses habitudes de sommeil, par exemple. Hem, mais, hem, mais je pense que ça reste important de les nommer, puis de se donner le droit d'adresser la question avec une personne qui présente certains de ces signaux-là. Encore une fois, ça peut sembler préoccupant, mais ça n'indique pas nécessairement que la personne est suicidaire. De là l'importance d'aborder le sujet directement avec la personne. Si on n'est pas à l'aise de le faire, de trouver une personne plus confortable pour le faire. Et un conseil qu'on peut donner par rapport à ça, parfois, ça va aider de le faire à travers des activités. Ça risque d'être moins confrontant, de le faire à travers le biais d'activités. On a souvent l'impression que pour intervenir auprès d'une personne, un proche, faut s'asseoir, faut se parler dans le blanc des yeux, pour, parler des vraies choses. Mais, parfois, c'est ça, comme je le disais, à travers une activité, ça peut être peut-être un peu moins confrontant d'aborder ce sujet-là. Oups, pardon, je suis allé un peu loin. Alors, c'est ce qu'il en était pour les signes de détresse. Si vous avez des questions par la suite, là, on va pouvoir y revenir vers la fin de notre présentation. Je passe maintenant au moment critique. Alors, les moments critiques au niveau de la population en général, je pense que c'est bien de les nommer parce que les hommes sont considérés quand même dans la population générale. Tout ce qui est perte significative, c'est sûr, ça va toucher la population générale, c'est considéré comme un moment critique, mais où ça va être très spécifique auprès des hommes, c'est au niveau de la perte de statut. Tout ce qui est perte de statut au niveau de l'emploi, de l'argent, rupture amoureuse, par exemple, la famille parfaite. Donc, tout ce qui est perte liée au statut va être plus significatif chez les hommes. Ensuite, population, je retourne à la population en général, tout ce qui est échec touchant les raisons de vivre. Donc, ça peut être au niveau scolaire, ça peut être au niveau professionnel, ou ça peut être au niveau relationnel aussi. Ensuite, traumatisme. Traumatisme, on parle entre autres d'agression, de maltraitance à l'enfance, lorsqu'on est témoin d'un acte de violence, lorsqu'on est victime d'un acte de violence aussi. Donc, ça, ce sont tous des moments critiques là, à considérer pour la population générale. Maintenant, lorsqu'on parle des hommes plus spécifiquement, je vous ai déjà nommé par rapport à la perte significative, tout ce qui est lié au statut, mais ce qui revient souvent, c'est tout ce qui est les événements vécus avec de la honte. Donc, ça, on va le retrouver beaucoup. Et situation de violence conjugale aussi, même chose, perdre la personne qui est principale confidente lors de rupture ou de décès. Donc, ce qu'on observe beaucoup, j'imagine que peut-être que vous l'avez déjà aussi vu, entendu, lors de rupture ou de décès du conjoint ou de la conjointe, souvent l'homme va perdre la personne qui est principale confidente, la personne auprès de qui il se montre vulnérable. C'est la personne qui va peut-être faire des démarches pour lui, pour aller chercher de l'aide. Donc, c'est un moment critique évident là, à prendre en compte si jamais vous voyez, là, c'est une personne qui ne se confiait pas beaucoup auprès de ses amis, qui vit maintenant une rupture ou perd son ou sa partenaire par un décès ou une rupture. Je poursuis au niveau des moments critiques. On a ajouté tout ce qui est moments critiques liés à la santé mentale, dépendance et aussi jeune homme. Dépendance et santé mentale, puisque bon, vous allez voir, dépendance, on sait que tout ce qui est trouble de dépendance touche davantage les hommes. Hem, donc, je pense que c'est important de les ajouter là. Au niveau santé mentale, tout ce qui est annonce de diagnostic. Donc, vous voyez que ça touche encore quelque chose de honteux, perte de statut, le fait d'apprendre qu'on a un diagnostic en santé mentale peut être vécu avec de la honte. Donc, éléments à considérer lorsqu'on parle des hommes. Ensuite, enjeu au niveau de la médication, c'est que dans les premiers mois d'utilisation d'une nouvelle médication, il peut y avoir des oscillations, il peut y avoir du mouvement au niveau de l'humeur. Donc, faire attention comme proche ou comme intervenant, intervenante, là, d'observer ça au niveau du dosage, l'acidité, tout ça, de garder un œil là-dessus. Ça reste un moment critique les premiers mois là, de la prise d'un nouveau médicament.
entre autres les antidépresseurs. Au niveau dépendance, tout ce qui est perte brusque significative d'argent lié au jeu ou à la consommation. Tout ce qui est rechute. Rechute, encore une fois, ça vient chercher les éléments de honte. La rechute, c'est souvent vécu avec de la honte parce que, par exemple, peur de décevoir de l'entourage, peur de décevoir l'intervenant, l'intervenante avec qui ils sont en lien par rapport à leur consommation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité, de honte qui peut être liée à la rechute, encore une fois, quelque chose auquel faire attention auprès des hommes. Ensuite, tout ce qui est sevrage ou down de stimulants, on sait aussi à ce niveau-là que ça peut avoir des effets sur l'humeur, il faut faire attention, et au niveau de l'aggravation du pattern de consommation. Pour les jeunes hommes, encore une fois, rupture revient souvent, conflit interpersonnel, les événements perçus comme honteux, l'échec, tentative de suicide ou suicide dans les sphères d'importance du jeune. Donc ça va être considéré comme des moments critiques et lors de transitions majeures. Ça peut être déménagement, changement d'école, séparation des parents, par exemple. Pardon, je ne veux pas vous couper, mais c'est parce qu'on ne vous entend pas beaucoup. Puis je pense que vous ne lisez pas dans le. Est-ce que vous pourriez augmenter le volume un petit peu? Je suis désolée de vous avoir coupé. Ben non, il n'y a pas de souci. Pierre, est-ce que tu m'entends bien de ton côté ou je n'ai pas vraiment moyen d'augmenter mon son, à moins je peux augmenter ma voix. Ça, je peux le faire. Ça vous va, Karine, Sophie? Oui? Vous Merci beaucoup. m'entendez mieux? Oui, oui. Excellent. Ce que j'allais vous mentionner là, par rapport au moment critique, j'ai observé là, dans une recherche récente là, auprès de membres de la famille d'hommes décédés par suicide. C'est une recherche là, qui a été produite par Michel Tousignan et Monique Séguin, dans lequel, c'est ça, il adressait la question auprès de membres de la famille d'hommes décédés par suicide. Et ce qu'ils ont observé, c'est que dans une bonne proportion de ces suicides-là, il y avait présence d'événements humiliants, de maltraitance dans l'enfance, rupture amoureuse, difficultés financières conjugales, troubles d'usage de substances ou de personnalité. Donc, ça rejoint beaucoup les moments critiques là, qui ont été nommés là, précédemment. Donc, ça, c'est une recherche récente là, en 2022 là, que vous pouvez aller consulter qui s'appelle Adult Men Suicide, a Developmental Approach. Donc, voilà, je pense que c'est important de le nommer, puisque, bon, c'est ça, la majorité des hommes qui sont décédés par suicide avaient quand même consulté dans les mois précédents leurs gestes. C'est souvent parce qu'ils pensent au suicide que certains vont décider d'entreprendre une consultation, mais ils ne vont pas nécessairement le nommer ou évoquer ce motif-là. Fait que c'est raison de plus de ne pas attendre là, que l'homme en parle lui-même du suicide. Il faut être capable de déceler rapidement les signes, puis de l'adresser la question dans les premières rencontres, là, de ne pas hésiter à le faire rapidement dans le début de notre relation d'aide avec les hommes avec qui on travaille. Je voulais nommer, entre autres, là, je ne vois pas bien les choses parce que juste un instant. Ce que je voulais vous nommer par rapport à ça aussi, c'est, j'ai de la misère à voir mes choses, là, je suis désolé. C'est de rester vigilant par rapport aux situations humiliantes. Effectivement, je l'ai nommé à plusieurs reprises, mais par exemple, la perte du permis de conduire pour consommation au volant, celui-là, on va le voir. Ou s'intéresser aussi à ce qui pourrait faire en sorte qu'il y ait des événements aggravants, la perte de la garde des enfants, une comparution en cours, des choses comme ça, on va l'observer souvent aussi, là. Donc, faire attention à ces éléments-là. Maintenant, je trouvais ça intéressant de vous partager un peu les profils qu'on peut observer dans le travail qu'on fait à SAM. Sachez que on a pris environ, sur notre ligne d'intervention, on a pris à peu près 27 000 appels l'année dernière. Environ un tiers de ces appels-là
provenaient d'hommes. Puis ça, c'est sans compter les suivis, les relances qu'on fait auprès d'eux. Fait qu'on a quand même une assez bonne expérience. Ce que je vais vous présenter ici, c'est pas de la recherche appliquée, là. C'est vraiment un partage d'expériences qu'on a vécues, qu'on vit dans le cadre, du soutien qu'on offre, auprès des hommes. Alors, pour commencer, profil qu'on voit, souvent, c'est celui qui ne sait pas trop. Il se présente à nous, il sait pas trop pourquoi il a appelé, il sait pas trop comment les services fonctionnent, il sait pas trop ce qui se passe dans sa vie nécessairement. Donc, c'est souvent la première fois que la personne entre en contact avec un service de relation d'aide. Il faut être patient, il faut être prêt à expliquer, il faut être prêt à expliquer comment ça fonctionne, ce que ça peut, ce que ça va donner comme résultat. Il faut être honnête à ce niveau-là, prendre le temps d'adresser les peurs, tout ce qui est fausses croyances là, liées à la démarche, de se dire que c'est faible de demander de l'aide, par exemple. Donc, d'essayer de déconstruire ça peu à peu, avoir une approche qui est horizontale, égale à égale. On met notre position d'expert de côté un peu, on a notre charabia, notre langage de psychosocial aussi, même chose. On va essayer de mettre ça un peu de côté, puis d'avoir une relation vraiment horizontale, d'égal à égal avec cet homme-là, qui en est à sa première expérience comme ça. Alors, tout ce qui est, par exemple, adresser les peurs, les fausses croyances, ça va être important de l'encourager. Ça va être important de l'encourager en lui disant, par exemple, c'est une bonne idée de demander du soutien quand c'est plus difficile. On va prendre le temps ensemble et le service est pour toi. Tu as bien fait d'appeler, tout ça. Donc, c'est ce qu'on mettrait de l'avant, par exemple, avec ce type de profil-là qu'on va voir assez souvent dans nos services. Ensuite, il y a la personne qui le fait pour quelqu'un d'autre, par pression de l'entourage. Et puis ça, gardons en tête que c'est un des motifs principaux pourquoi les hommes vont consulter, c'est par pression de l'entourage, parce qu'un partenaire ou la partenaire les a encouragés, les a obligés à le faire. Donc, tenant ça en compte, je pense qu'il faut se dire aussi que si on ne l'aide pas à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il va demander de l'aide autrement. Donc, il faut profiter de cette occasion-là parce que la personne qui se présente devant nous, qui dit qu'il le fait pour quelqu'un d'autre, il peut sembler en bon état à première vue. Il faut creuser davantage, puis c'est nécessaire de le faire. C'est pas pour rien que son ou sa proche lui a recommandé de nous contacter. Euh, il y en a même dans le même profil qui vont en venir, une fois qu'on va avoir établi un bon lien de confiance, qui vont en venir à dire que ben, je vais le faire pour toi. C'est comme leur engagement, ils ont comme une genre de loyauté, de respect envers le travail, les efforts qui sont faits par les intervenants, les intervenantes. Fait que là, ils vont s'engager à le faire, ben, mais le faire pour toi. Puis, je pense qu'il faut profiter de ses forces et ses qualités-là, l'engager, l'amener à prendre ses engagements avec nous, l'embarquer dans la démarche, qu'il le fasse pour nous, qu'il le fasse pour les autres. Au final, ça semble être ça qui est important pour lui. Fait il le fait pour lui aussi en quelque part. Donc, on va miser là-dessus, on va miser sur la qualité du lien de confiance. On se rend compte que justement, ça va donner accès à plus d'ouverture face à la démarche. Il y a de la résistance qui va rester, mais il y a une ouverture de plus en plus grande là, qui va s'opérer. On va avoir accès à davantage de motivation. Et puis, ils vont avoir tendance à accorder une plus grande importance à comment ils vont être perçus dans la relation d'aide, au respect de ses engagements. Fait que on va quand même profiter, si on peut dire d'une certaine manière, de ces forces, ces qualités-là, les amener à s'engager avec nous dans la démarche de cette façon-là. J'ai hâte d'entendre de votre côté si c'est le genre de profil que vous voyez aussi dans vos services. Ensuite, je continue. On a d'autres profils là, qu'on observe dans notre travail à Suicide Action Montréal. On a celui qui accepte nos services à reculons. Celui-là, on le voit souvent. Ça va être
Dans le cadre d'un suivi, par exemple, on va proposer un autre contact, il va nous dire: «Ouais, pas sûr, tu as sûrement d'autres mondes plus importants à rappeler. Rappelle-moi si tu veux, si ça te tente, si tu as le temps, si tu as rien d'autre à faire». C'est assez intéressant, ce profil-là. Je pense que dans le contexte actuel où, beaucoup de ressources, l'élastique est assez, tendu déjà, on peut avoir, le réflexe, de soutenir ceux qui veulent réellement être soutenus, ceux qui expriment plus clairement, pardon, directement leurs besoins de soutien. Mais je vous dirais, d'expérience, ça vaut la peine de faire le deuxième, voire le troisième effort pour ces hommes-là. On se rend compte qu'il y a une évolution qui se fait d'un contact à l'autre. Et puis, parfois, même si ça prend plus d'efforts de notre part, laisser plus de messages, des choses comme ça, au final, quand on réussit à avoir un contact avec la personne, généralement, sont agréablement surpris là, de recevoir notre appel et contents que des gens se préoccupent de leur situation, là. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire le deuxième et le troisième effort, malgré que parfois le temps peut manquer un peu dans nos, dans nos, dans notre travail, pardon. Ensuite, on a le profil de la personne qui se présente en colère. Il est impatient, il est irritable. Hem, Encore une fois, oublions pas que dans, les, motifs principaux, de consultation chez les hommes, entre autres, c'est lorsqu'ils sont à bout, lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions. Donc, je pense que ça dans ce contexte-là, on peut se dire, ça peut être peut-être normal que la personne qui nous appelle soit irritable, soit impatiente. C'est important donc de garder une approche professionnelle. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter l'inacceptable nécessairement non plus. C'est juste que faut aussi être capable de voir la colère comme étant quelque chose qui n'est pas nécessairement juste de l'agressivité ou de la violence. Ça peut être vraiment un tremplin pour établir un contact avec les émotions. Ou même trouver, c'est ça, des moyens déjà connus pour reprendre du contrôle. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, toi, d'habitude, quand tu te retrouves trop plein d'émotions comme tu le vis en ce moment, par exemple? Autre chose assez intéressante aussi au niveau de la colère, l'impatience, l'irritabilité, ça peut aussi parler des valeurs que cet homme-là a. Donc, je pense entre autres là, l'importance de justice, l'accès aux soins quand il est, par exemple, question d'impatience envers le système, le réseau de la santé, les services qu'ils ont reçus. Euh, Ça peut être une bonne chose là, de mettre de l'avant que pour eux, une de des valeurs importantes à leurs yeux, c'est justement la justice, l'accès aux soins universels, des choses comme ça. Donc, ça peut quand même parler des bons côtés que l'homme qui est devant nous a comme qualité. Ensuite, autre profil qu'on observe assez souvent aussi, c'est celui qui dit que les gens seront mieux sans lui. Puis, je l'ai laissé en dernier parce qu'il est hyper important. Euh, c'est c'est important d'aborder le sujet du suicide avec ces hommes-là, ses impacts sur les proches, l'amener à penser à ses proches, les impacts sur les enfants, même adultes, et puis ébranler les croyances fermes qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là. Euh, c'est pas vrai là, qu'une prime d'assurance vie, ça remplace un père. C'est pas vrai que ça s'oublie vite, le suicide de son père, de son frère, de son conjoint. Il faut tenter d'ébranler cette croyance-là. C'est sûr que ça prend quand même un lien de confiance établi là, avec la personne. Je ne commencerai pas avec ça d'emblée comme intervention. Et puis, c'est quand même une approche un peu à contre-courant, là, si je peux le dire, parce qu'on a peut-être tendance plus en intervention, du moins, à se centrer sur les besoins de la personne aidée. Dans ce cas-ci, ce serait comme un peu une exception ou une approche un peu à contre-courant, où là, on mettrait peut-être plus l'accent sur ben, les impacts que ça a réellement, le suicide, sur l'entourage, le modèle qu'il a envie de transmettre à ses proches, à ses enfants, même adultes, ce qu'il a envie de laisser derrière comme legs et tout ça, ça peut être important à adresser. Et puis, peut être confrontant, effectivement, mais c'est pour ça que je mets de l'avant le lien de confiance est important à ce niveau-là. Une fois qu'il est bien établi, c'est important d'être capable de confronter cette idée-là, puis d'ébranler ces croyances-là qui peuvent être très fermes parfois.
Alors, c'est ce qu'il y en est là, au niveau du partage là, des différentes expériences qu'on peut vivre. C'est sûr que c'est pas tous les profils là, qu'on voit. C'est pas tout le monde là, qui va rentrer dans ces moules-là nécessairement, mais on voulait vous donner une petite idée puis des pistes là, qui peuvent être soutenantes là, auprès de ces différents profils-là. Donc, j'enchaîne avec certaines pistes d'intervention maintenant. Euh, en premier lieu, sachez que l'approche qu'on préconise à Suicide Action Montréal, c'est l'AOS, l'approche orientée vers les solutions. Je n'entrerai pas en détail à ce sujet-là, puisqu'il y a une de mes collègues, Sharon Casey, euh, qui a fait une présentation là, dans le cadre de midi-conférence avec le ROIM en mai 2022. Donc, si ça vous intéresse, je vous inviterai davantage à aller voir sa présentation. Mais en bref, pour nous, c'est hyper utile, particulièrement auprès des hommes, parce que ça a un impact rapide, surtout en sachant qu'il y a une bonne proportion qui vont abandonner le processus de relation de relation d'aide assez rapidement. Fait que c'est important d'avoir un impact rapide. Ils n'ont pas besoin de s'embarquer dans une démarche hyper longue quand il est question de l'AOS. Une seule fois peut suffire. Euh, c'est une approche qui garde l'homme en contrôle dans l'action, puis dans lequel il n'y a pas besoin nécessairement d'exprimer ses émotions. Ce n'est pas un passage obligatoire. On peut le faire, mais ce n'est pas un passage obligatoire et c'est pourquoi, entre autres, l'AOS peut être très utile dans votre travail auprès des hommes. Exemple de questions orientées solutions là, qu'on peut poser, par exemple, c'est comment tu as réussi à continuer malgré ces difficultés? Je suis intéressé de connaître qui tu es en dehors de ton problème. Parle-moi de ce dont tu es le plus fier. Qu'est-ce que tu fais le mieux? Raconte-moi un moment ou contexte où tu es à ton meilleur, où tu es à ton meilleur, toi, ou vous êtes à votre meilleur en famille, par exemple. Ça aussi, ça peut parler là, comme question. C'est le genre de questions qu'on va utiliser en AOS. Ensuite, répondre rapidement à la demande d'aide. Je sais, dans le contexte actuel, c'est peut-être pas toujours facile ou réaliste, mais je pense que l'important, en fait, c'est justement de rester réaliste et honnête en ajustant les attentes de l'homme qui est devant nous. Parfois, il va vouloir que ça se règle rapidement, qu'il y ait une solution rapide, toute faite. Je pense que c'est de l'adresser quand même, de dire, écoutez, on va vous aider, on va l'adresser rapidement tout en restant réaliste. Je pense que c'est tout ça que je voulais mettre de l'avant. Quitte à faire des appels téléphoniques de temps en temps d'ici le rendez-vous, par exemple, si le délai est très long. Ça, je vous le recommanderais beaucoup, là, de faire des petits appels de courtoisie ici et là, au moins pour quelques minutes, dire comment ça va, inquiétez-vous pas, vous êtes toujours en attente, et parler un peu de l'évolution que l'homme a vécue là, depuis votre dernier contact. Ça peut être très utile. Puis de lui montrer là, qu'il y a toujours sa place dans le fil d'attente, que vous vous préoccupez toujours pour lui. Ensuite, pardon, langage et ton de voix adapté. Très important d'ajuster sa voix, d'être plus direct, d'utiliser des propos similaires ou de la côté au niveau, je dirais, des émotions. Éviter de reformuler, traduire les paroles dans un langage psychosocial. Ça, je vous l'ai dit un peu plus tôt, là. Abandonnons là, ce côté-là qu'on peut avoir parfois, ce langage-là. On va essayer de s'adapter beaucoup plus à son langage, reprendre ses mots à lui, ses métaphores, s'intéresser à son domaine d'expertise, et d'utiliser justement des analogies pardon, pour expliquer certains concepts qui sont propres à son domaine d'expertise, donc qui lui parlent à lui. On va vouloir employer des expressions comme faire équipe. On veut, à travers tout le processus, s'assurer de valider sa compréhension des propos tenus. Au besoin, on va reformuler en langage plus clair et plus simple. On va parler de faits et actions plutôt que de ressentis. Par exemple, exemple de question, qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à la situation jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a été votre réaction face à ça, au lieu de, par exemple, comment tu t'es senti quand cette situation-là est arrivée? On va vouloir éviter d'infantiliser.
Pourquoi? Bon, c'est ça, pour préserver l'orgueil, la dignité dans la recherche d'aide. On sait que la honte est particulièrement présente et représente un facteur de risque, fait qu'on veut éviter que ce soit perçu comme de la honte. Tout le processus, on va essayer de préserver, c'est ça, l'orgueil, la dignité. Lorsqu'on dit miser sur la relation avec les proches et la préservation de cette relation-là, euh, on parle entre autres d'essayer de voir, tu sais, comment est-ce qu'il montre à son ou sa partenaire, à ses amis qu'il va pas bien exactement? Hem, Comment c'est fait? S'intéresser à cette partie-là, essayer de voir, identifier une personne, qui peut servir peut-être de type plus, d'ami émotionnel, de soutien émotionnel, pardon. Souvent, on va entendre, par exemple: «Ah, moi avec mes chums, on parle pas de ça». C'est correct. Ça peut être des amis qui sont serviables autrement, ils peuvent être aidants pour se changer les idées. Des fois, on n'a peut-être pas envie d'en parler, puis ça peut être des bons amis pour ça. Mais ça va être une bonne occasion justement de voir d'autres types de soutien, qui peuvent être offerts par d'autres proches. Par exemple, certains proches vont avoir davantage de compétences, émotionnel. Fait que ça va être peut-être eux qu'on va identifier comme le soutien émotionnel. Mais il y a d'autres types de soutien qui peuvent être faits, par exemple, au niveau de trouver des ressources, faire des démarches, aider avec les tâches ménagères, prêter de l'argent, faire un livre pour se rendre à son rendez-vous. Donc, et on peut en profiter à ce moment-là, une fois qu'on a identifié les proches, pour demander la permission d'outiller les proches. Euh, est-ce que tu me permets que je parle avec tel proche pour voir si je peux l'aider justement pour l'outiller davantage? Parce que c'est clair que les proches peuvent se permettre des choses qu'on ne pourrait pas nécessairement faire comme intervenant, intervenante. Aller directement chez lui, par exemple, pour briser l'isolement. Peut-être que certaines d'entre vous peuvent faire ça. C'est pas mon cas. On est pas mal au téléphone. Ensuite, faire le deuxième et troisième effort pour les rejoindre. S'ils rappellent sans laisser de message, par exemple, ça, on va le vivre, nous, de notre côté. Oser rappeler. Il y en a beaucoup qui ne vont pas de laisser de message, puis ça, on l'a vu dans certaines recherches plus récentes là, qui ont été faites. Essayer de contacter d'autres sources et accompagner dans les démarches. Commencer les démarches pour eux. Ça peut être intéressant. Ça a un énorme impact pour l'homme de voir les efforts qu'on fait, là, justement, pour les soutenir. Ensuite, élément important, reconnaître, travailler avec des forces, des hommes adhérents au modèle plus traditionnel de masculinité. Je pense qu'on peut s'entendre que dans le discours ambiant, présentement, on a tendance peut-être à voir le modèle de valeur dite plus traditionnel comme étant, toxique. Et c'est pas il y a des aspects là-dedans qui sont, probablement vrais, mais il y a aussi du positif, chez, ces hommes-là, dans ces valeurs dites traditionnelles. Par exemple, la responsabilisation, la loyauté, qui sont des aspects qu'on va vouloir valoriser dans la relation d'aide. Valoriser le rôle de père, le rôle en général comme collègue, parent, conjoint, c'est généralement aidant. Le travail en gang, pardon, bien qu'ils veulent généralement se débrouiller seuls, ils vont être assez rapides pour épauler les proches, aider pour un déménagement, aider à résoudre des problèmes, ça, ils vont être assez rapides pour ça. Donc, profiter, ben, je dis profiter, là, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais travailler finalement avec ces forces-là. C'est souvent des gens qui vont persister jusqu'au bout, pas lâcher. Ils vont accorder de l'importance à l'intégrité, de la loyauté à ses engagements. Donc, généralement, s'ils prennent un engagement auprès de vous, ils vont le respecter. Ils sont centrés sur l'action, sur les solutions, le sacrifice de soi pour la famille. Puis, même au niveau interculturel, ça peut être intéressant là, d'aller chercher pardon, usage là, des richesses culturelles, là, par exemple au niveau de la communauté, religion, leur façon, par exemple, de prendre soin des leurs, etc. Et finalement, dernière piste d'intervention, offrir des services flexibles, accessibles et gratuits. Ça, c'est évident. Nous, c'est assez facile. C'est un service qui est quand même ouvert 24 sur 24, mais je pense qu'il faut faire l'effort de sortir des heures de bureau pour les rejoindre, ces hommes-là qui sont souvent dans des carrières qui sont peut-être un petit peu plus techniques.
qui sont dans le jour, donc sont plus disponibles le soir justement pour obtenir du soutien. Donc, trouver des moyens peut-être de se rendre accessible dans ces moments-là. Aussi, divers moyens de communication. Il y en a qui ne vont pas du tout aimer le téléphone, donc si c'est possible de faire du face-à-face, de le proposer à ces hommes-là, ce serait l'idéal pour rendre nos services le plus accessibles possible. Il est 12h44 déjà. Je vais poursuivre rapidement. Je voulais mettre cette diapositive-là. Je vais y aller quand même assez rapidement, mais je pense que ça reste quand même un défi pour beaucoup de gens, même dans le domaine de la relation d'aide. Il y a des mythes qui persistent à ce niveau-là. Par exemple, que si on parle du suicide, ça peut donner l'idée. Écoutez, l'idée du suicide est commune, est partout, est dans les téléromans, les nouvelles, dans les jeux vidéo, dans la musique. C'est pas en abordant le sujet du suicide que ça va donner, ça va faire connaître le concept du suicide à la personne, là. Donc, gardons ça en tête. Il y a beaucoup d'hommes qui consultent quand ils sont à bout. Ils ne vont pas nécessairement le nommer qu'ils sont suicidaires. Il faut prendre le temps d'aborder le sujet, puis il faut être à l'aise de le faire ou trouver quelqu'un qui est à l'aise de le faire. Donc, j'ai laissé ici donc certaines pistes puis des formes de questions qui peuvent être utilisées de façon claire, sans ambiguïté, en utilisant toujours les vrais mots. On ne veut pas tourner autour du pot. Ça fait juste montrer notre inconfort avec le sujet. Voilà, tu sais, Pat, j'ai l'impression que c'est difficile depuis ta rupture. Je me préoccupe pour toi. Est-ce que tu penses au suicide en ce moment? Est-ce que ça t'est arrivé de penser au suicide récemment? Qui d'autre est au courant de tes idées suicidaires? Est-ce que tu permets que je fasse certaines démarches pour toi? Je veux t'aider du mieux que je peux. Donc, on va l'encourager ensuite à contacter les ressources au besoin. On peut faire certaines démarches. Puis là, j'ai laissé les, euh, les coordonnées là, pour nous rejoindre. Alors, maintenant, petite réflexion pour conclure. Le taux de suicide le plus élevé s'observe chez les hommes de 50 à 65 ans. Puis, contrairement malheureusement aux autres groupes d'âge, aucune baisse significative a été observée depuis le début des années 2010. Alors, les campagnes de prévention doivent continuer de prioriser ce groupe-là et développer des actions qui vont permettre de les rejoindre spécifiquement. Les hommes sont malheureusement toujours 3 fois plus nombreux à se suicider. Puis, en contrepartie, à Sam, c'est environ seulement, mais en même temps seulement, mais on est content qu'ils nous appellent, mais on voudrait qu'il soit plus, mais il y a le tiers des appels qui proviennent d'hommes. Donc, c'est sûr que nous, on voudrait qu'il y en ait plus qui nous appellent. Donc, encouragez-les à nous appeler. Si vous êtes en contact avec des hommes, vous pouvez faire le premier contact. Vous pouvez nous appeler pour voir si on ne pourrait pas faire une relance auprès d'eux à votre demande. C'est des choses qu'on fait, nous, de notre côté. On veut se rendre le plus flexible possible pour rejoindre ces hommes-là. Ensuite, pour moi, c'était important de vous nommer concernant le processus de socialisation masculine, pardon, toujours garder en tête que ce n'est pas universel. Je vous ai présenté des modèles aujourd'hui, des moules, si on peut dire, mais ce n'est pas tout le monde qui rentre exactement dans ces moules-là. Puis même qu'il y a des femmes qui peuvent aussi se reconnaître dans ces profils-là. C'est ça. Gardez en tête qu'une diversité de façons d'exprimer, pratiquer sa masculinité, ce n'est pas un concept qui est universel à tout le monde. Puis il faut aller creuser davantage et pas s'attarder uniquement à ce qui est visible ou perceptible sur la surface. Donc, on va vouloir aller chercher là, ce qui est derrière ce que l'homme nous projette à première vue. Alors, c'était un peu ça. Je ne vais pas passer à travers les ressources, mis à part le coffre à outils pour hommes. Là, si il y a certaines personnes là, qui n'ont pas, qui ont toujours pas vu ce qui se trouve sur le site web du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, les outils sont vraiment, vraiment intéressants. Le coffre à outils pour hommes, je trouve hyper bien fait. Nous, on l'utilise, on se base là-dessus aussi. Donc, si vous n'avez toujours pas, pardon, consulté ces outils-là, allez le faire. Là, je vous encourage fortement à le faire. Et puis voilà, je conclus sur, c'est ça, j'aimerais quand même bien entendre là, sur votre propre expérience, qu'est-ce qui fonctionne mieux auprès des hommes et vous repartez avec quoi de ce midi conférence. Merci beaucoup pour votre écoute.